Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Merci d'être en direct avec nous. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, on apprend chaque jour un peu plus sur l'ampleur des massacres commis par le régime des Mollahs en Iran sur sa population. Analyse et décryptage de la situation avec le grand reporter spécialiste de l'Iran, Emmanuel Razavi, dans un instant sur notre plateau. Des scientifiques ont réussi à reconstituer le son de la voix du roi Henri IV, une incroyable prouesse. L'un d'eux, Philippe Charlier, médecin légiste, archéologue, anthropologue, sera dans un instant sur ce plateau pour nous expliquer cette prouesse et son utilité. Et puis en fin d'émission, on parlera des addictions avec la psychiatre et addictologue Camille Charvet dans un récit très humaniste. Elle raconte les différentes facettes de l'addiction et dresse des portraits très sensibles de ses patients. Vous avez le programme, Point de vue, c'est parti. Bonjour Emmanuel Razavi. Merci de me recevoir, bonjour. Merci à vous d'être en direct sur le plateau de Point de vue. Vous êtes grand reporter, vous signez régulièrement pour le Figaro Magazine, vous êtes un spécialiste de l'Iran. Vous étiez sur ce plateau début janvier, le 7 de mémoire, où nous évoquions les débuts des manifestations en Iran. Il y a eu un blackout total. Désormais, on apprend un petit peu plus chaque jour sur la terrible répression qui a lieu en Iran, des chiffres de morts qui semblent très très élevés. Que savez-vous au moment où on se parle aujourd'hui, mercredi 28 janvier, Emmanuel Razavi? Alors vous avez raison, vous avez parlé du blackout, c'est-à-dire que le régime iranien a coupé toutes les communications pour faire en sorte que l'on ne voit pas les massacres qu'il commettait. On parle bien de massacres de masse, on parle bien de crimes contre l'humanité, on parle de crimes de guerre aussi. J'insiste là-dessus, avant de parler du nombre de morts, c'est qui a opéré pour tuer en fait les gens dans les rues. C'est que vous avez en fait bien sûr le Basij, la milice civile en fait des gardiens de la Révolution. Donc les gardiens de la Révolution, vous avez des milices qui sont venues en fait du Liban. Le Hezbollah libanais notamment. Vous avez des miliciens en fait des Fatemiyoun, sont des miliciens en fait afghans qui travaillent en général pour le compte des gardiens de la Révolution et de sa force, son unité d'élite, la force Al-Quds, et puis des miliciens en fait venus d'Irak. Tous ces miliciens ont reçu, d'après les témoignages en tout cas qu'on recueille, l'ordre d'abattre y compris les fuyards lors des manifestations, de leur tirer en fait dans le dos, de les poursuivre même jusque chez eux. Et c'est pour ça que j'insiste, parce qu'on parle évidemment de crimes de masse, on parle du nombre aujourd'hui, on parle à minima de 30 000 personnes qui ont été tuées. J'insiste sur les minima. C'est aujourd'hui ce que nous disent en fait des personnels médicaux qui travaillent dans les hôpitaux à travers les différentes provinces iraniennes. Parfois aussi des gens qui travaillent en fait pour les morgues. C'est comme ça en fait qu'on arrive à recouper à peu près les chiffres. Je parle de minima parce que évidemment, comme ce sont des gens qui sont comptés dans les hôpitaux ou dans les morgues, il y a des gens qui ont été blessés, qui sont morts de leurs blessures chez eux parfois. Il y a des gens qui enterrent leurs proches dans leur jardin. Il faut le savoir en fait aussi. Donc c'est des gens qui ne sont pas des morts, qui ne sont a priori pas comptabilisés. C'est ce qui fait dire qu'il y a probablement beaucoup plus de morts. Et puis les 30 000 dont on parle, c'est sur un temps extrêmement court. C'est sur 2 jours, si vous voulez. Donc c'est un des crimes probablement contre l'humanité, massacres de masse les plus importants que l'on ait connus depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi les gardiens de la Révolution se sont appuyés sur ces fameux miliciens afghans, irakiens ou du Hezbollah libanais ? C'est un sujet très important, c'est qu'il y a des dissensions au sein même de l'appareil répressif du régime iranien. Oui. Vous retrouvez ces dissensions au sein de l'armée nationale Artèche, mais aussi au sein du corps des gardiens de la Révolution. On ne le sait pas forcément, mais au sein du corps des gardiens de la Révolution, donc il y a le bras armé en même temps que le bras idéologique du régime, vous avez des appelés, des gens qui font leur service militaire, donc qui ne sont pas forcément idéologisés, qui ne partagent pas du tout l'idéologie en fait du régime. Moi, j'ai eu à interviewer, d'ailleurs, pour un des livres que j'ai écrit, un ancien gardien de la Révolution qui était un royaliste, qui était pour Reza Pahlavi, mais qui a fait comme conscrit son service militaire. Et donc, ces gens-là, si vous voulez, aujourd'hui, n'acceptent pas, ne veulent pas tirer sur des gens qui peuvent être leurs voisins, leurs cousins, enfin des gens en tout cas qu'ils connaissent. Vous avez au sein même, d'ailleurs, des engagés
au sein du corps des gardiens de la Révolution des gens qui ne veulent pas participer en fait à ces massacres, qui en ont marre. Et donc le régime est obligé de faire appel à ces miliciens extérieurs. C'est important de le comprendre. Pourquoi le Hezbollah libanais ? Parce que le Hezbollah, c'est une émanation au Liban du corps des gardiens de la Révolution islamique. Ça a été créé en 1982 par l'un des créateurs du corps des gardiens de la Révolution. Les milices chiites irakiennes, ce sont des proxys en fait irakiens. Elles sont aussi financées, armées, formées par la force Al-Quds des gardiens de la Révolution, donc l'unité d'élite du corps des gardiens de la Révolution. Et enfin, les Fateh-Mnoun dont je vous parlais, ces miliciens afghans, c'est aussi en fait la même chose. Ils ont combattu en Syrie très souvent au sein en fait d'unités qui étaient encadrées, commandées par des officiers des gardiens de la Révolution, force Al-Quds. Comment vous expliquez cette férocité, cette violence extrême, cette ampleur du massacre? Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, je compare... C'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Depuis 1979, c'est totalement en fait, inédit, c'est d'une violence inouïe. Je crois qu'il n'y a pas de mots d'ailleurs. Je suis d'origine iranienne, je vois les réactions que ça a provoquées au sein de la diaspora iranienne. Les gens sont sidérés par l'ampleur en fait de la violence, par l'ampleur en fait de ces massacres. Je comparais dans un de mes livres, La face cachée des mollahs, le régime iranien au régime nazi pour plusieurs raisons. D'abord et d'une parce que il s'est constitué sur une idéologie qui est politico-religieuse, mais qui est en même temps en fait, qui s'appuie en même temps sur une milice paramilitaire. Ce sont les gardiens de la Révolution, c'est un peu la SS, si vous voulez, les Waffen-SS en fait iraniens. Et le régime, la République islamique d'Iran, je vous parlais des fractures qu'il y avait en son sein, se s'est fragilisé. Les dirigeants du corps des gardiens de la Révolution, comme les dirigeants politiques et religieux du régime, savent que le régime est au bord du gouffre, qu'il est extrêmement fragile. Donc, pour se maintenir, il n'y a que la répression. Le mouvement de manifestation auquel on a assisté, enfin, qui est un mouvement de révolte, de révolution, très clairement, depuis le 28 décembre, il est sans précédent, en fait, en Iran. Parce qu'il a touché, il a concerné toutes les couches, si vous voulez, sociales, de la population. économiques, bien sûr, de la population en fait iranienne. Donc à événements, manifestations inédites, réponses inédites, violences inédites, parce que aussi ce que j'entends, ce que vous nous dites, c'est aussi un régime qui se sent fragilisé. Alors il est fragilisé de l'intérieur, c'est une réalité. Vous avez des Mais il n'est pas tombé. Et non, parce que, il ne faut pas l'oublier, le régime iranien, il est doté d'institutions qui sont des institutions extrêmement fortes. Et ces institutions, si vous voulez, tant qu'elles sont représentées par des personnalités fortes, elles permettent de maintenir, si vous voulez, le régime. Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, qui est le vrai chef du pouvoir, si vous voulez, iranien. Vous avez un président de la République islamique qui fait peut-être un peu office de Premier ministre, en quelque sorte, qui n'a pas tous les pouvoirs. Et puis, vous avez un appareil, si vous voulez, sécuritaire qui est très fort, mais aussi un appareil législatif qui est très fort. Et ces appareils, quand bien même il y a des fractures en leur sein, se maintiennent les uns les autres malgré les inimitiés, parce que derrière tout ça, il y a des fortunes qui se sont construites. Ce que je racontais dans La face cachée des mollahs, ce sont des fortunes à milliards qui se sont constituées. Vous avez aujourd'hui des chefs des gardiens de la Révolution qui sont milliardaires, multimilliardaires. Ali Khamenei, on en parle de temps en temps, mais il règne sur plus de 95 milliards de dollars en fait, d'actifs via en fait une fondation qu'il dirige. Donc vous voyez qu'ils n'ont pas envie de céder en fait à la population parce que ce serait perdre à la fois leur pouvoir politique bien sûr et des fortunes personnelles amassées. Le pouvoir économique. Les gardiens de la Révolution, ils règnent aujourd'hui sur près de 70% de l'économie iranienne. Et donc, s'ils ne représentent plus aujourd'hui une majeure partie, s'ils sont soutenus par une minorité des Iraniens, ils ne sont pas prêts de lâcher le pouvoir parce qu'ils ne vont pas lâcher, évidemment, cet argent. Il faut comprendre une chose. Je vais vous donner une comparaison. Quand Ben Ali a été renversé en Tunisie, il a pu se réfugier, en fait, en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, les mollahs chiites, ils ont nulle part où aller. Peut-être en Russie, encore, c'est même pas certain. Oui, parce qu'au tout début janvier, on avait évoqué une possibilité que le guide suprême passe en Russie. Je me souviens. Bien sûr, ça avait été parlé évoqué. ensemble. C'était une hypothèse, d'ailleurs, qui était très réaliste. Sauf que pas sûr aujourd'hui que les Russes aient envie en fait d'accueillir ces gens-là en fait chez ils ont pu le Venezuela qui était une base arrière. Le Venezuela qui était une base financière, économique très importante pour eux. Donc c'est un peu comme Adolf Hitler, si vous voulez, qui se réfugie dans son bunker. On sait que Ali Khamenei depuis samedi dernier, il est réfugié dans un bunker qui est enterré à plusieurs dizaines de mètres, probablement une centaine de mètres en fait sous terre. Il vit caché. Un ex-officier du renseignement israélien que j'ai interviewé là ce matin justement pour le Figaro Magazine m'expliquait qu'il était coupé complètement en fait de toute relation en fait humaine à part quelques rares proches et y compris parce qu'il craint pour sa vie, c'est ça?
parce qu'il craint pour sa vie, parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il est ciblé très probablement par les Israéliens, potentiellement par les Américains, qui ont changé de stratégie et qui savent que pour faire tomber le régime, il faut faire tomber plusieurs personnalités importantes, à la fois bien sûr politico-religieuses, mais aussi des personnalités historiques du corps des gardiens de la Révolution. Juste avant de parler des Américains et aussi des puissances régionales autour de l'Iran, est-ce qu'il y a encore à l'heure actuelle, d'après ce qu'on sait, parce que c'est très compliqué d'avoir des informations, des mouvements encore de manifestations, des gens dans la rue où Alors, tout le monde est rentré entre guillemets à la maison, vous avez raison les pleurs c'est mort. de le souligner dans les images que l'on a. Et je reste très prudent dans ce que je vous dis, parce que parfois on reçoit des images sans savoir si elles ont été tournées la veille Oui. ou il y a une Il y a 15 semaine jours. ou 10 jours, Oui. exactement. Donc on voit qu'il y a quelques mouvements qui continuent dans certaines villes, visiblement beaucoup moins qu'il y a 15 jours. Ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que beaucoup de gens en fait sont rentrés chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent le combat, parce que je crois que le régime est allé beaucoup trop loin et que les Iraniens ne pardonneront pas ce qui s'est passé. On parle d'un régime qui massacre sa propre population. Vous avez des dignitaires du régime iranien qui ont parlé de guerre contre la population iranienne. C'est-à-dire que ça va extrêmement loin. Et moi, je pense qu'il n'y aura jamais plus en fait de retour à la normale en fait en Iran. Il y a une rupture cette fois-ci Très profonde. très profonde qui Mm. oppose le régime à sa population. Je rappelais, lorsque vous m'avez interrogé il y a 15 jours, Mm. je rappelais une chose. Au mois de juillet dernier, il y a une étude qui est sortie, c'est la Fondation Gaman qui analyse les tendances, vous savez, en Oui. Iran. Cette étude, elle a été publiée en France par la Fondapol. Elle disait que 81% des Iraniens ne voulaient plus entendre parler de la notion même de république islamique. Il y a une fracture déjà depuis plusieurs années avec l'islam politique qui gouverne en fait en Iran. Vous comprenez que bien que là, avec ce qui s'est passé, c'est terminé. La fracture, elle est consommée. La réalité, c'est comment cet État va-t-il continuer en fait de s'imposer, de Oui, diriger parce en qu'il fait. semble, pour l'instant, c'est lui qui a gagné la partie. Oui, mais attention, dans un contexte économique, en Iran, vous avez 2 tiers de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez 2 tiers du territoire qui n'a plus accès en fait à l'eau potable. Vous avez un Iranien sur 2 qui ne peut plus se nourrir au-delà d'une fois par jour. Donc l'État, je dirais, il est totalement failli. Vous avez une inflation en fait sans précédent. Il n'y a plus d'économie réelle en Iran. Vous avez des banques qui ont fermé, qui ont été obligées en fait de fermer. Vous avez une grande banque d'ailleurs qui a fait faillite. Donc un État qui a gagné, mais qui est très très Qui est fragile. extrêmement fragile. Avec en face, et il faut le souligner, moi j'interroge beaucoup les chefs des différents groupes d'opposition iraniens, que ce soit les partis ethniques, comme les Kurdes du Komélé, du PDKI, j'ai interviewé il y a quelques jours un des chefs azéri, j'interviewe aussi en fait des responsables, évidemment monarchistes, je l'ai fait pour le Figaro Magazine avec Reza Pahlavi, mais également des libéraux de droite ou des libéraux de gauche en Iran. Tous disent qu'aujourd'hui ils sont d'accord sur quelques points, qui sont qu'il faut absolument, évidemment, faire tomber le régime, mais au-delà, tout de suite, assurer la continuité de l'État, mettre en place un gouvernement de transition qui assurerait un pouvoir démocratique, laïque, c'est très important, ils le disent tous, qui protégerait les minorités ethniques, bien sûr, Kurdes, Azéris, Baloutches, Il y a beaucoup de minorités. et les minorités sexuelles. Je le précise parce que c'est quand même très rare d'entendre ça au Moyen-Orient, ce qui veut dire qu'on a quand même... L'unanimité, c'est ça, un consensus voilà. sur la vision de, si certains ont de du l'après. mal à trouver, je dirais, une formule pour travailler de façon très concrète ensemble. En tout cas, sur ces points-là, ces points fondamentaux, beaucoup sont d'accord. Donc ça permettrait quand même aux Occidentaux, si Trump décidait avec Israël de renverser le régime, de pouvoir s'appuyer sur des groupes d'opposition assez intellectualisés quand même, ils sont assez bien formés. Contrairement à ce que j'ai pu entendre dire, il y a des programmes qui existent. Je peux vous dire que ce soit les Azéris comme les libéraux, comme les royalistes, ils ont des programmes, ils échangent. Voilà, ça permettrait de pouvoir compter sur ces gens-là pour mettre en place ce gouvernement de transition, ce qui n'est pas la panacée, mais qui permettrait en tout cas de relancer l'économie iranienne à tout le moins, ce qui est vraiment le plus urgent, et la sécurité. Alors justement, vous l'évoquiez, je voulais qu'on parle du président américain et de sa stratégie, parce que visiblement, il a changé d'avis plusieurs fois sur justement cette stratégie. Il y a eu dans un premier temps des encouragements à protester, des promesses d'aide en retour, et puis finalement, à un moment, il a même repris le narratif des mollahs, si on reparle des derniers jours. Ils disent que les gens leur tiraient dessus, ils ont tiré en retour.
Maintenant, il y a une armada qui est en place près de l'Iran. Comment vous expliquez ce chaud-froid, ces tergiversations de Donald Trump et des Américains? Alors d'abord, l'histoire des relations internationales, si vous voulez, elle est parsemée, d'armées qui se postent à la frontière d'un pays qui menace pendant que les diplomates parlent. Donc il y a aussi déjà cette réalité à prendre en compte. C'est pas parce qu'on positionne une armada qu'on va forcément attaquer. Ensuite, il y a une réalité. Moi, je discute beaucoup avec des sources américaines, soit du renseignement, soit de la diplomatie issue du monde de la diplomatie en fait américaine. Ça change tous les jours. C'est-à-dire qu'un jour, on vous dit que Trump a décidé d'attaquer, et le lendemain, on vous dit le contraire. Un jour, on vous dit que Trump a compris que ce régime n'était plus acceptable de la part donc plus accepté par les Iraniens, et le lendemain, on vous explique que il y a des négociations avec la branche réformatrice, je l'ai entendu, iranienne, qui pourrait incarner un pouvoir un peu plus souple, un peu plus ouvert sur l'Occident, et aussi un peu plus ouvert à la population iranienne. Donc c'est très difficile en fait de se faire une idée, parce qu'on a l'impression que ça change tous les jours. On peut imaginer aussi qu'il y a une part d'intox de la part des services américains sur la stratégie américaine. Ils ne vont pas forcément les raconter à des journalistes comme moi ce qu'ils vont, tout dévoiler ce qu'ils vont faire. Donc c'est très difficile de comprendre. C'est au jour le jour en réalité. Si je veux être très transparent, au jour le jour, ça change. On a des informations en fait différentes. Ce qui est sûr, c'est que l'armada, elle est bien présente sur place. C'est qu'elle a un rôle qui est important. Il faut comprendre que le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz, se positionne dans cette région-là. C'est un détroit par lequel transite près de 30% en fait du marché des hydrocarbures en fait mondial. Donc c'est important de l'avoir en compte. Il faut protéger en fait les routes commerciales, je dirais, des hydrocarbures. En même temps, elle se positionne non loin en fait de ports comme le port de Bandar Abbas iranien, qui sont des vrais verrous, je dirais, qui permettent à la fois en fait la connexion pour les gardiens de la Révolution, notamment de tout leur trafic, que ce soit le pétrole, que ce soit les armes, même la drogue et la prostitution. J'en parle dans mon livre, si vous voulez. Donc on voit bien que la marine américaine, elle se positionne dans un endroit qui est éminemment stratégique et qui pourrait, je dirais, assécher un peu plus, les réserves, en tout cas, iraniennes. Il y a ça à prendre en compte. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'a priori, il y a des forces spéciales qui sont positionnées américaines, Delta Force, je crois que je vous en avais parlé, et Rangers qui sont positionnés dans la région, probablement en Irak, à la frontière, en fait, avec l'Iran. Il y a très probablement certainement des forces spéciales israéliennes qui opèrent à l'intérieur du pays, on le sait, avec aux côtés du Mossad. On l'a déjà vu effectivement pendant la guerre des 12 jours au mois de juin. Donc il y a quand même une stratégie, je dirais, guerrière qui est mise en place, mais pour le moment, ça reste une stratégie de l'ombre. Il y a aussi des voisins, l'Arabie Saoudite notamment, des voisins qui n'ont pas envie que l'Iran tombe dans une situation chaotique. Aujourd'hui même, l'Arabie Saoudite refuse que des avions traversent son ciel pour intervenir en Iran. Ça compte, l'Arabie Saoudite? Alors bien sûr que l'Arabie Saoudite a un vrai poids. Alors un diplomate me disait la semaine dernière, ça compte, mais Donald Trump ne va pas décider en fonction de l'Arabie Saoudite ou du Qatar et des Émirats arabes unis. Ils sont très liés, très amis. Pourtant, ils sont effectivement liés. Contrats. Mais après, il y a une réalité qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai vécu dans cette région, je la connais très bien. Lorsque vous êtes journaliste et que vous interviewez un officiel saoudien ou un officiel émirien, très souvent, il vous dit « nous sommes contre toute forme d'ingérence en Iran, il faut que la région reste stable, une ingérence pourrait créer l'instabilité. » Mais dès que vous avez coupé la caméra, ils vous disent le contraire. Et donc, si vous voulez, il y a aussi en fait ce double discours. Officiel. Il y a un discours officiel, un discours, je dirais, plus officieux. Il y a un vrai sujet aujourd'hui. Moi, je l'ai entendu dire, des Saoudiens comme des Qataris me disant, vous savez, nous sommes des monarchies, donc on n'est pas contre le fait de voir un retour à la monarchie en Iran. Et donc, vous ne savez jamais vraiment en fait ce qu'ils pensent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas intérêt à dire publiquement, officiellement, qu'ils souhaitent une intervention. Ça, c'est une réalité. Parce que ça les fait passer trop sous le drapeau américain, entre guillemets, c'est ça? D'une part, mais c'est parce que aussi, en Arabie Saoudite, on en parle peu, mais vous avez aussi une population chiite en Arabie Saoudite qui pourrait déstabiliser le pays, donc ils font extrêmement attention. Vous avez aux Émirats arabes unis près de 500 000 Iraniens ou de gens d'origine iranienne qui vivent là. Donc ça pourrait aussi déstabiliser le pays. L'Iran a placé énormément d'argent. Ce sont des milliards de dollars, des dizaines, des centaines de milliards de dollars qui sont placés par l'Iran, par les gardiens de la Révolution depuis 40 ans aux Émirats arabes unis. Vous comprenez ? Donc on fait aussi en sorte quand même de ne pas insulter, je dirais, son client qui, place énormément d'argent et d'or dans les coffres-forts émiriens. Dernière question, il y a, vous l'avez évoqué, des négociations entre les Iraniens et des interlocuteurs américains. Je crois que ça se passe du côté de Oman à Mascate. Précisément, vous avez absolument raison. Depuis plusieurs semaines déjà, il y a eu des discussions.
Écoutez, les États-Unis aujourd'hui cherchent à comprendre si cette branche réformatrice iranienne pourrait incarner, si vous voulez, une forme de relève, c'est-à-dire faire tomber les conservateurs et mettre en place un régime plus soft. Le problème des réformateurs, c'est qu'ils ont déjà été au pouvoir. Actuellement, le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, il appartient à la branche des réformateurs. Très clairement, on n'a jamais autant tué en Iran que sous la présidence de ce réformateur. Et donc, il y a quand même une chose que ne prennent pas en compte les États-Unis, c'est le fait que les Iraniens, la population iranienne, elle ne veut entendre parler ni des conservateurs ni des réformateurs. Dans les deux cas, ils ont procédé, si vous voulez, à nombre d'exécutions et présentement à des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Donc ça ne fonctionne, à mon sens en tout cas, ça ne fonctionnera pas. Et si vous interviewez la majeure partie des Iraniens, en tout cas ceux qui ne sont pas favorables au régime, vous expliqueront que ça ne marchera pas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est non pas une erreur, la diplomatie doit discuter, c'est le principe même des diplomaties, de parler à tout le monde, d'envisager peut-être un gouvernement de coalition avec des gens, évidemment des opposants de l'intérieur, peut-être des gens, des hauts fonctionnaires qui n'ont pas forcément de sang sur les mains, qui font partie des réformateurs, mais avec des gens comme Reza Pahlavi, avec les libéraux. Donc un large mouvement de coalition. Ça, c'est ce qu'on entend dire de l'intérieur des groupes, je dirais, d'opposition iraniens. On l'entend, en tout cas moi je l'entends peu dire, des diplomates américains. Merci beaucoup Emmanuel Razavi pour ce décryptage très clair et cette analyse. Je rappelle le titre de votre dernier livre coécrit avec Jean-Marie Montali, La pieuvre de Téhéran, et c'est aux éditions du Cerf, si ma mémoire est bonne. Eh bien évidemment, on vous lit dans le Figaro Magazine et on suit très attentivement tout ce qui se passe en Iran. On va parler désormais d'une prouesse scientifique. Vous connaissiez le visage du roi Henri IV, et bien désormais vous allez connaître le timbre de sa voix grâce à l'exploit de scientifiques qui ont réussi à le reconstituer. Bonjour Philippe Charlier. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Deux Points de Vue. Vous êtes médecin légiste, anthropologue. Vous faites partie de l'équipe de scientifiques qui a reconstitué ce qu'on vient d'entendre et qu'on va revoir aussi au cours de cette interview. Eh bien, la voix, ou plus exactement le timbre d'Henri IV. C'est plus le timbre de la voix que la voix. Bravo pour cette précision. C'est en effet le timbre de voix, les fréquences fondamentales. En fait, c'est un petit peu le même son qui sort de la bouche de ce défunt, Henri IV, que lorsque vous allez, vous, bien vivante, chez votre médecin, vous savez qu'il vous met cette petite tablette. Il me demande de faire « A ». Exactement, sur le fond de la gorge. C'est ça. Et c'est le même son. Et pour nous, c'est une fréquence fondamentale. C'est d'abord en soi assez exceptionnel de faire parler un mort de façon allez nous raconter, scientifique. Oui. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une voix qui vient du passé. Alors comment on fait parler un mort qui est mort en 1610, si ma mémoire est bonne, assassiné par Ravaillac. Comment c'est possible ? Alors d'abord, on a beaucoup de chance. On a la chance que ce soit une tête qui soit momifiée, embaumée. Ouais. Ravaillac, vous l'avez cité, a déjà fait un peu la moitié du travail en assassinant Henri IV par une mort violente et hémorragique. Il a vidé en grande partie le cadavre de son sang. Ensuite, l'embaumeur, Jacques Guillemot. Ensuite, l'autopsieur, Jacques Guillemot. Ensuite, l'embaumeur, Pierre Pigret. Donc, au fur et à mesure, c'est une momie sèche qui a été préservée. Ouais. Lorsque le corps a été profané en 1793 par les révolutionnaires, la momie était en excellent état de conservation. La tête a été escamotée par Alexandre le Noir, qui, au gré des successions, s'est retrouvé jusque dans les mains d'un couple de retraités de la fonction publique à Chartres, qu'il a ensuite confié à Jean-Pierre Bablon, académicien, spécialiste et historien de Henri IV. Et c'est lui qui nous l'avait confié avec un ami journaliste pour en faire l'étude scientifique. Donc on a cette chance d'avoir toutes les structures de la face et du cou, la tête ayant été coupée ici à la racine du cou. Et du coup, on a les cordes vocales, on a la trachée, on a la base de la langue, on a toutes les structures anatomiques
un peu déformés, il a fallu les redresser d'ailleurs, mais très bien préservés. Tout conspirait, si je peux dire, à avoir un terrain propice pour reconstituer la voix. Donc un terrain propice d'un point de vue organique, Oui. mais la suite alors? Entre un terrain organique et un son, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Quand on a commencé à travailler sur cette tête en 2009-2010, on n'avait pas encore les moyens techniques de reconstituer cette voix. Et là, il a fallu un consortium de 4 spécialités, une radiologue de la Pitié-Salpêtrière, un chirurgien ORL de l'hôpital Foch, mon laboratoire d'anthropologie, bien sûr, à Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, et puis un laboratoire de phonologie du CNRS. C'est parce qu'on avait ces 4 spécialités ensemble qu'on a pu d'abord, avec Robin Baudouin, redresser la tête et la remettre droite, parce qu'elle est sur le côté, ainsi. Et ça a apporté quoi pour vous de la mettre droite? Essayer de parler avec la tête complètement sur le côté. C'est-à-dire, oui, du fait, il y a une oblique, c'est ça? Exactement, la voix est déformée et on D'accord. ne peut pas parler normalement. Ok. Donc on a redressé et remis en position anatomique à partir des clichés du scan. Et ensuite, de façon totalement anatomique, eh bien, on a reconstitué tout le larynx, tout l'arbre respiratoire supérieur, et on a fait passer de l'air dans tout ceci. Ça vous prend 30 secondes à expliquer, ça a pris 2 ans et demi à peu près de travaux universitaires, en étant à chaque fois sanctionné par nos pairs, c'est-à-dire validé dans des publications scientifiques. Alors ça, c'est la partie organique, mais une voix, il y a une part d'âme, d'humanité. Totalement. Elle est faite des émotions, des événements qu'on a vécus, des joies, des malheurs. Cette partie-là, vous ne l'avez pas pour le timbre de la voix d'Henri IV? Non, et cette poésie, cette humanité que vous décrivez, c'est totalement vrai. On reconnaît la voix du général de Gaulle tout de suite, celle de n'importe quel autre dirigeant dont on a la chance d'avoir sa voix. Et c'est une émotion, c'est une personnalité, c'est aussi une sociabilité. Et bien pour faire ces étapes-là, et aller d'ailleurs au-delà des simples voyelles, avoir des consonnes et des phrases, il va falloir cette fois-ci qu'on continue le travail. Et qu'on s'aide notamment de spécialiste de la phonologie et de la langue et du phrasé, du parler du fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Mais également, il va falloir qu'on injecte l'accent du Béarn, l'accent de Pau également, tel qu'il se parlait à l'époque. Il est natif de Pau. Il est natif de là-bas, mais natif de là-bas au XVIe, XVIIe siècle. C'est pas forcément le même accent que maintenant. Donc il ne faut pas coller notre présent sur un passé qui est fictif. C'est une erreur qu'on ne commet pas normalement. Donc ça, c'est la suite. Donc là, vous avez le timbre de la voix et l'histoire est en train de continuer de s'écrire. L'histoire continue. On veut vraiment lui faire dire cette fois-ci de véritables phrases, pas juste A, E, I, O, U, mais on veut lui faire dire, pour tout vous dire, qu'est-ce que vous avez envie la de lui faire première dire, phrase de l'édit de Henri IV? Nantes. La première phrase de l'édit de Nantes. Quelle est-elle, cette première phrase? Vous l'avez en tête? Je ne l'ai pas en tête, mais c'est un édit, vous savez, 1598, Très de important. tolérance entre les huguenots, les protestants qui et met les catholiques. fin à la guerre des religions. Tout à fait, malheureusement révoqué quelques années plus tard par son petit-fils, Louis XIV. Et je pense que notre France actuelle a bien besoin d'une petite injection de rappel de tolérance, ça lui ferait du bien. Pour tout vous dire, on hésitait aussi beaucoup avec une lettre d'amour à Gabriel d'Estrée, mais ça c'est peut-être mon côté fleur bleue. C'est joli. Combien de temps vous envisagez? Vous avez une idée de combien de temps ça va mettre de lui faire dire une phrase et voir un petit texte? Peut-être avant la fin de l'année. On a encore beaucoup de travail et notamment il faut aussi qu'on poursuive l'étude anatomique, l'étude anthropologique physique, notamment qu'on détermine son coffre. Et ça, on va le faire. Donc c'est-à-dire son volume. Le volume thoracique. en fait, c'est Exactement. ça qui impacte et qui influence. Le débit. En fait, ça influence le débit. débit. Ça influence le débit, comme quand vous allez à l'opéra Pas ou la au puissance théâtre. de la voix. Pas forcément, non, parce que ça peut se juguler par un travail, mais c'est surtout le débit, et ça, c'est quelque chose qu'on va mesurer à partir de ces cuirasses, de ces armures authentifiées, toujours en lien avec nos collègues historiens et historiens de l'art. Oui, c'est ça qui doit être passionnant pour vous, c'est-à-dire c'est l'addition, la collégialité avec plein de savoirs, d'historiens, comme vous venez de le souligner. C'est comme avec tous les autres patients historiques, et je crois que vous avez sous le coude cet ouvrage qui traite justement de la médecine légale appliquée à l'archéologie et à l'histoire. Chacun de ces différents patients, on mélange toujours les sciences fondamentales et les sciences humaines. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec les sciences dures d'un côté et les sciences molles, je déteste cette expression, de l'autre, mais on est sans arrêt main dans la main, ce qui nous permet à chaque fois d'être sûr et certain d'abord que les artefacts sur lesquels on travaille sont bien les bons patients. Et vous savez qu'il y a eu, il y a bien longtemps, une querelle sur la tête d'Henri IV, est-elle authentique ou pas. Mais bon, maintenant, il faudrait être vraiment... forcené pour remettre ça en doute, exactement. Mais surtout, ça nous permet à chaque fois de vérifier si l'histoire dit la vérité ou pas. Et les historiens sont assez friands d'avoir ces réponses-là. Alors, pour terminer sur Henri IV, il paraît qu'il avait une haleine
De chacal, comme on dit, ou pas? Alors, je ne vais pas manquer de respect pour mon patient, mais oui, il avait une haleine, on va dire, assez forte, et pour une raison probablement médicale. Alors certes, il aimait bien l'ail, etc., mais il avait énormément d'abcès dentaires, c'est ce qu'a montré son examen bucco-dentaire, pour le coup, sur la tête, et probablement dans ces gros abcès, la nourriture macérait un tout petit peu et donnait une haleine assez forte. Mais j'entends souvent dire en réaction à ça, oh, hein, pauvre femme qui était à côté de lui, qui devait souffrir ce genre de choses-là. Non, il y avait tout le monde sent la même odeur. Il y avait une y a pas de équité. problème. L'hygiène masculine et l'hygiène féminine étaient à peu près comparables. Donc non, il y avait déjà une équité, une égalité homme-femme, y compris pour les règles d'hygiène intime. À quoi ça sert? Est-ce qu'il peut y avoir des applications médicales de retrouver justement le timbre de la voix de Henri IV au-delà de la prouesse? Oui, au-delà de la Ça peut prouesse, servir? au-delà de la prouesse et de la curiosité scientifique, il y a un véritable intérêt pour les patients vivants. Notamment les patients qui vont être opérés du larynx, on appelle ça une laryngectomie partielle ou totale, donc le retrait ou pas, principalement pour des raisons carcinologiques, cancérologiques. Et les patients hésitent beaucoup à subir ou bénéficier d'une intervention chirurgicale parce qu'ils ne savent pas quelle va être leur voix après. Et vous l'avez dit tout à l'heure, une voix, c'est une sensibilité, c'est une sociabilité. Et le fait de ne pas savoir, généralement, ils ne veulent pas se faire opérer parce que c'est un saut vers l'inconnu qu'ils ne veulent pas réaliser. Grâce à cette technique, dite technique Henri IV, eh bien, on va pouvoir maintenant proposer aux patients de façon virtuelle leur voix post-opératoire et leur dire voilà quelle sera votre voix après. Le but étant évidemment de les rassurer et de leur permettre non pas ce saut vers l'inconnu, mais un saut en toute confiance dans les mains du chirurgien. D'avoir une perspective. Henri IV n'est pas que votre mort célèbre, hein. Il y a aussi d'autres morts célèbres que vous avez autopsiées. C'est très bien raconté dans ce très bel ouvrage que vous coécrivez avec David Alliot, L'histoire au scalpel, l'autopsie des morts célèbres. Vous revenez sur plusieurs affaires. J'ai notamment Agnès Sorel. Alors elle, Agnès Sorel, qu'est-ce qu'on savait et qu'est-ce que vous avez découvert? On savait par un historien, Jean Chartier, que cette favorite du roi de France Charles VII, 1422-1450, était morte de ce qu'on appelait un flux de ventre. Un flux de ventre, c'est une perte de matière par en bas. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, on est à l'heure du déjeuner. Et c'est tout. On savait qu'elle était en disgrâce à l'époque. Charles VII l'a remplacée très vite par Élisabeth de Maignolet, qui était une de ses apparentées. Mais on n'avait pas plus de détails que ça. Elle est morte à Jumièges, en Normandie. Elle a été enterrée à Loches, en Touraine. Et à l'occasion du transfert de son tombeau à Loches, eh bien, il nous a été possible de réaliser l'examen de son squelette. Et on s'est rendu compte que, d'une part, le squelette était bien authentique. Vous comprenez bien que c'est la première question. Oui, est-ce que c'est sûr. vrai ou pas? Et puis ensuite, on a pu reconstituer son visage, confirmer son âge au décès, c'est ce qu'on voit sur l'écran, et puis retrouver même les restes de son 4e et dernier enfant qu'elle a eu de façon prématurée, 7 mois in utero, qui malheureusement n'a pas survécu. Au XVe siècle, c'était fatal. Et puis, elle a été enterrée avec, du coup, et on a même pu travailler sur quelques mèches de cheveux et quelques poils qui restaient d'elle, des poils axillaires et des poils pubiens. Et on a vu qu'elle était morte empoisonnée au mercure. Elle avait des vers intestinaux, elle se soignait avec ça, ce qui était classique à l'époque. Donc elle n'est pas décédée d'une hémorragie? Non, pas d'hémorragie de la délivrance, mais elle est morte intoxiquée. Elle a pris 10 000 à 100 000 fois la dose thérapeutique de mercure. Est-ce que c'est un empoisonnement? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un accident thérapeutique, une erreur de dosage par l'apothicaire? Ça, on ne sait pas. Donc vous voyez, on est vraiment... Oui, ça reste mystérieux. Et vous voyez, on est toujours dans ce match de ping-pong amical, bien entendu, et collaboratif entre historiens et médecins légistes, si je peux dire. On leur fournit une information, c'est une intoxication aiguë. Maintenant, charge à eux, par des enquêtes, par un travail dans les archives, éventuellement des testaments, des lettres, des courriers, des missives, des ambassadeurs de Venise, que sais-je encore, et bien de trouver la véritable cause du décès, celui qui a mis le poison. On apprend aussi en parcourant ce livre que les cœurs embaumés de Louis XIII et de Louis XIV auraient ou ont servi, c'est ça, de pigments pour constituer de la peinture pour des tableaux. C'était un mythe, c'était quelque chose qui traînait dans des livres d'histoire, dans des chroniques. On ne savait pas si c'était la réalité ou pas. Vous devez savoir que les rois, assez souvent, font faire pour eux, post-mortem bien sûr, une triple sépulture. Sépulture de cœur, sépulture d'entrailles et sépulture de corps. Louis XIII et Louis XIV n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont demandé à ce que leur cœur soit déposé au général des Jésuites dans l'église Saint-Paul
Saint-Paul-Saint-Louis dans le Marais. Leurs entrailles à Notre-Dame de Paris et le corps à Saint-Denis, bien sûr. À la Révolution française, le reliquaire des cœurs de Louis XIII et Louis XIV est profané par les révolutionnaires, vendu à deux peintres, Martin de Rolling et Pau de Saint-Martin, parce qu'à l'époque, les peintres utilisaient de la mumia, des fragments de momies égyptiennes, pour peindre des pigments avec ça donnait une couleur un peu marron tirant vers le violet, avec des reflets métalliques. Vraiment un reflet unique, très spécial. Sauf que ça venait d'Égypte, ça coûtait très cher. Un pognon de dingue, comme dirait quelqu'un d'autre. Et du coup, là, ils avaient en circuit court la possibilité d'avoir des cœurs en bien meilleur état et puis surtout beaucoup moins chers. C'est ce qu'ils ont fait. 2 peintures ont été réalisées. La première, un intérieur de cuisine qui est au musée du Louvre, réalisé avec le cœur de Louis XIII, et à Pontoise, une vue de Caen réalisée avec le cœur de Louis XIV. Mais ce n'est pas un sacrilège de toucher au cœur embaumé d'un roi de droit divin, par ailleurs? On est en période révolutionnaire, mais vous savez, Martin de Rolling et Pau de Saint-Martin, si je peux me permettre, ont un peu retourné leur veste après. Ils ont rendu le reliquat des cœurs qu'ils n'avaient pas utilisé à Louis XVIII en 1817, et le roi, donc on est en pleine restauration, a redéposé ses cœurs dans la crypte de la basilique Saint-Denis. Et donc nous, on a eu l'autorisation de travailler sur une de ces peintures, la vue de Caen. À l'examen microscopique de ces pigments, on a confirmé que c'était bien du muscle, et quand on a détaillé toutes les différentes protéines qu'il composait, c'est bien du cœur humain, et en plus, il présente des signes protéiques en rapport avec une maladie, en l'occurrence le diabète et d'autres maladies qui ont emporté Louis XIV. Donc la boucle est bouclée, et cette petite notion marginale qui traînait dans les livres, qui ressemblait à une jolie histoire à raconter aux enfants pour les endormir, en tout cas c'est ce que je fais moi, eh bien finalement était vraie. D'autres morts célèbres sont convoquées dans ce livre. Le visage de Napoléon, Robespierre, Marat également, les reliques de Marie-Madeleine. Est-ce qu'il y a une mort qui reste encore une énigme à vos yeux, Philippe Charlier, et vous voudriez vous emparer de cette énigme et la résoudre? Qui vous résiste encore? Non, personne ne me résiste, dans le sens où je ne m'attaque pas à tout le monde, rassurez-vous, et puis je ne suis pas un profanateur de sépulture. Mais il y a encore une relique qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est celle de Saint-Marc, à Venise. Il y a une légende à nouveau qui traîne, disant que ce ne serait pas forcément le corps de Saint-Marc, récupéré par les Vénitiens à Alexandrie, mais que ça serait peut-être le corps d'un grec de Macédoine, qui aurait conquis une grande partie de l'Empire perse et au-delà jusqu'à l'Indus. Voilà, la légende dit que ça serait peut-être le corps d'Alexandre le Grand là-bas. Si vous avez le 06 de l'archevêque de Venise, je suis preneur. La mort, c'est votre quotidien. Vous êtes médecin légiste, Oui. vous la fréquentez donc tous les jours, si je puis dire. Cette fréquentation, ce côtoiement de la mort quotidien, ça doit forcément influencer votre regard justement sur la vie. Est-ce que c'est le cas et comment? Alors, je suis plutôt de nature aiguillerée, comme vous pouvez le voir. Je ne suis pas très triste, mais surtout, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, je ne suis pas fasciné par la mort en tant que telle, mais je suis fasciné, professionnellement bien sûr, mais aussi humainement, par tous les rituels qui entourent la mort. Cette façon d'organiser le chaos à ce moment scandaleux, cette rupture de continuité qu'est la mort, qu'est le décès. Et d'ailleurs, le décès, pour moi, ne s'oppose pas à la vie. La vie, elle est là tout le temps, elle change d'aspect, elle change de forme. Pour moi, la mort s'oppose à la naissance, mais... Voilà, la vie, elle est là tout le temps. La preuve, vous voyez, même Henri IV est capable de parler toujours maintenant en 2026. Même s'il apprend, il réapprend à parler. Il réapprend, il en est aux voyelles. Exactement. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Merci beaucoup, Philippe Charlier, d'avoir été avec nous. Et bravo pour cet exploit. C'est gentil, merci à vous. Et je recommande votre livre, L'histoire au scalpel, autopsie des morts célèbres. C'est vraiment à la fois très intéressant et j'ai trouvé que le livre était très beau aussi dans son iconographie. Bravo à vous. C'est aux éditions Talendier. On passe à un tout autre sujet maintenant, le sujet des addictions. Le dernier rapport de l'Observatoire des drogues et des tendances addictives dresse un état des lieux plutôt préoccupant, une augmentation de la consommation de la cocaïne et des jeux d'argent notamment. Alors si la médecine, elle soigne, eh bien la culture peut parfois compléter le soin à travers des ateliers artistiques. C'est ce qui se passe, c'est ce qui a été mis en place au Palais de Tokyo notamment. On n'est pas un lieu de soins. On peut évidemment travailler avec les outils de l'art-thérapie, mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt justement d'être en complément finalement de ce qui peut se passer dans le milieu médical et dans le milieu du soin. Et ces ateliers sont pensés non pas dans une vocation à proprement thérapeutique, puisque nous travaillons en complément de différentes structures de soins existantes, médicalisées ou non médicalisées. Là, l'idée, c'est simplement que par la pratique artistique, on va retrouver une forme d'émancipation, de valorisation de soi, de la création du lien social, dans une structure qui, justement, n'est pas une structure de soins.
On a vraiment des retours hyper encourageants et enthousiasmants de la part de nos différents publics, vis-à-vis de l'estime de soi, vis-à-vis aussi du collectif que ça peut produire. Bonjour Camille Charvet, Bonjour. merci d'être en direct avec nous. Vous êtes psychiatre et addictologue. Vous signez cet essai, mais je dirais ce récit, Les Assoiffés, c'est aux éditions Grasset. C'est à la fois un récit, j'ai trouvé très humaniste, à la fois médical, scientifique, mais pas que. Vous dressez un portrait très sensible aussi de vos patients, et puis vous portez aussi un regard sur votre pratique. Vous êtes donc addictologue, on vous consulte au centre Marmottan. Qu'est-ce que ça veut dire être addict? De quoi on parle exactement? Alors, être addict, alors déjà, ça peut être à pas mal de choses différentes. Oui, ça beaucoup peut de être, sujets. Oui, ça peut être être addict à un produit ou être addict à un comportement. Mais dans tous les cas, c'est l'idée qu'on ne peut plus vraiment se passer d'une substance ou d'un comportement pour vivre et que c'est plus tellement le produit pour le plaisir que l'on cherche, mais c'est plutôt pour ne pas aller trop mal. Voilà. La science, qu'est-ce qu'elle dit sur les addictions? Elle dit que c'est une maladie du corps, c'est une maladie mentale? Alors, ce qu'on dit actuellement, c'est que c'est une maladie qu'on peut observer dans le cerveau, dans les modifications que ça produit, notamment dans le système de la récompense. Oui. Mais on dit aussi que c'est une maladie qui se décrit par des symptômes, et notamment par le fait qu'elle induit une tolérance, c'est-à-dire qu'il va falloir plus de produits ou plus du comportement pour obtenir le même effet, et qu'il va y avoir une souffrance à l'arrêt qu'on appelle un sevrage et qui peut se traduire même par des manifestations physiques dans le cas de certains produits comme l'alcool par exemple. Les personnes addictes sont des chercheurs d'émotions, de sensations excessifs, souvent dans leur rapport au monde, d'où le titre le choix que vous avez fait du titre de votre livre, Les Assoiffés. Oui, alors justement, quand je parle des assoiffés, je veux parler d'une multiplicité de profils. Oui. Il y a ce profil-là de chercheurs de sensations qui vont être des personnes qui vont vouloir se confronter souvent à du danger, qui vont vouloir que les choses soient très intenses et très fortes. Mais il y a aussi des personnes qui sont plutôt des anxieux, qui sont plutôt en retrait. Et ce dont ils ont soif, c'est parfois de liens, de relations. Et ils arrivent parfois pas vraiment à le faire autrement qu'avec le produit. Ils sont obligés de passer par un produit pour avoir un peu plus de confiance en eux. Donc ça, on pense à l'alcool, par exemple, qui peut rendre plus... Oui, alors l'alcool, c'est vrai que c'est le produit un peu classique dont on peut se servir pour se désinhiber. Et donc, il y a des addictions qui peuvent vraiment se créer là-dedans. C'est ce qu'on a parfois appelé l'alcoolisme mondain, d'ailleurs. Et aujourd'hui, les jeunes gens se servent d'autres produits, comme par exemple le GHB, qui se répand énormément et qui a des fonctions similaires. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est passé au niveau de la sociologie des personnes, au départ, les drogués, c'était plutôt des marginaux, et désormais, c'est un peu monsieur et madame tout le monde? Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous, dans vos consultations? Oui, et c'est ce que je vois notamment quand je compare avec l'histoire du lieu dans lequel j'exerce, qui traditionnellement accueillait énormément de consommateurs d'héroïne, qui étaient des personnes qui vivaient dans une forme de marginalité et qui d'ailleurs s'identifiaient aussi à ça, c'est-à-dire à une sorte de pratique aussi de révolte et de contestation. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on voit. Déjà, on voit beaucoup de monde qui viennent non plus pour l'héroïne, mais plutôt pour des stimulants, comme la cocaïne en premier lieu. Et on voit des gens qui cherchent plutôt à s'intégrer et à masquer le plus possible pour pouvoir faire un peu comme tout le monde, oui. Justement, est-ce qu'il y a un profil, une personnalité, un portrait robot, si je puis dire, qui est plus sensible justement à l'addiction ou pas du tout? Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a... Probablement, on pourrait simplifier avec un certain nombre. Plusieurs familles, c'est ça? Voilà, plusieurs familles. On a parlé au début de ces chercheurs de sensations, on a parlé ensuite de ces anxieux sociaux. Il y a aussi toute la famille des personnes qui vont avoir une maladie, qui vont pas réussir à traiter autrement. Alors, on voit beaucoup ça pour les douleurs chroniques, et notamment pour les femmes. J'ai un grand nombre de patientes qui arrivent avec des addictions aux médicaments, aux antidouleurs très importants, et ça
ça a commencé parfois par des douleurs chroniques, de dos, des migraines, des douleurs de règles. Donc ça aussi, c'est toute une famille de patients qui existent et qui est parfois invisible en fait. Dans les personnes qui ont des addictions, est-ce que la proportion d'hommes est plus importante que celle des femmes? Est-ce qu'il y a plus de jeunes que de seniors ou pas du tout? Alors, dans les centres d'addictologie, il y a beaucoup plus d'hommes, ce qui est parfois très intimidant d'ailleurs pour les femmes, mais c'est en train de changer et parmi nos jeunes Vous voulez dire patients, intimidant pour les femmes qui y viennent, c'est ça? c'est ça, ça peut faire un peu peur pour une femme d'arriver et de voir en fait 3/4 d'hommes dans la salle d'attente, mais ça change et on a une consultation pour les jeunes, les moins de 25 ans, et en fait, ça a tendance à s'équilibrer. Maintenant, ça devient du 50-50. Alors, donc, il y a probablement le fait que les femmes n'osaient probablement pas aussi consulter pour cette raison et que le poids de la honte pour les femmes était plus grand. Voilà, c'est pas forcément, vous voulez dire, c'est pas forcément représentatif des personnes touchées. Ça peut être, pas mal de femmes peuvent l'être, mais ne pas venir et du coup, elles sont invisibles. Vous parlez de 3 paramètres sur l'addiction. C'est la rencontre d'une personne, d'un produit et d'un moment socio-culturel. C'est-à-dire? Oui, alors ça, c'est la grande phrase qu'avait prononcée donc, le professeur Olive Einstein, qui est le créateur du centre Marmottan dans lequel j'exerce. Qui vous rendez souvent hommage dans votre livre. Oui, parce que c'est un des pères de l'addictologie. Et c'est une formule qui montre bien à quel point il faut s'intéresser à énormément de dimensions pour comprendre ce que c'est que l'addiction. Donc la personne, c'est-à-dire son terrain héréditaire et puis sa psychologie, le produit, comment est-il accessible et qu'est-ce qu'il va produire chez l'individu. Et ensuite, le moment socio-culturel, c'est-à-dire qu'il faut aussi une situation sociale donnée pour favoriser un comportement. Donc, il faut s'intéresser à tous ces paramètres-là quand on s'intéresse à l'addiction. Et c'est ça qui est aussi assez passionnant quand même. Est-ce que on vit dans une société qui favorise particulièrement ces comportements addictifs ? Alors, c'est la grande question. Est-ce que notre société est plus addictogène qu'elle ne le fut ? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une multiplication des produits de l'addiction. Le nombre de drogues qui existent ne cesse d'augmenter, notamment avec tous les nouveaux produits de synthèse qui sont produits en laboratoire et qui inondent le marché. Et qui sont très puissants. Et qui sont très puissants et qui peuvent provoquer des addictions très sévères. On parle aussi énormément du marché de la cocaïne, mais c'est une réalité. L'Europe est inondée de cocaïne, donc ces produits sont beaucoup plus accessibles. Et forcément, quand ils sont plus accessibles, on peut voir plus d'addictions. C'est une première chose. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est le rythme dans lequel on vit actuellement, qui ressemble beaucoup au rythme dans lequel on est quand on est addict. C'est-à-dire qu'il faut que les choses aillent très vite. Il faut obtenir tout de suite une réponse à ce qu'on demande. Et donc, il y a très peu de place pour l'attente, pour le manque, pour la frustration. Pour l'ennui pour l'ennui, mais l'ennui au sens... De la rêverie, c'est ça ? Exactement, au sens où il va pouvoir se faire déployer un monde intérieur. Et puis, donc, c'est de l'ennui qui devient de l'imagination, du désir, et qui fait que la satisfaction qui va arriver bien plus tard sera d'autant plus grande et pas du tout la même que celle qui arrive à l'instant présent. Dans ce que vous voyez au centre Marmottan à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a ces derniers temps une addiction nouvelle qui vous inquiète particulièrement ? Je dirais que c'est, en dehors de la cocaïne qui est un énorme problème... Ça, la cocaïne, c'est quoi, les 3/4 des consultations là, pour vous en ce moment ? C'est devenu notre premier motif de consultation, c'est maintenant la cocaïne. Ce qui est nouveau, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Mais l'autre point, ce sont vraiment les nouveaux produits de synthèse. Ça, c'est pour les jeunes gens, pour les moins de 25 ans. D'une part, parce qu'ils sont très puissants. D'autre part, parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'il y a dedans, puisqu'il y en a sans cesse des nouveaux. Et donc, les gens ne savent pas trop ce qu'ils achètent. Et notamment, il y a les cannabinoïdes de synthèse, c'est donc le cannabis de synthèse, mais qui est beaucoup plus fort en fait que le cannabis traditionnel et qui produit parfois des effets psychiatriques très inquiétants. Il y a aussi quelque chose qui vous alerte beaucoup, dont vous parlez dans le livre, c'est l'addiction aux médicaments. Oui, alors il y a quelque chose de positif, c'est que... Maintenant, l'accès aux soins psychiatriques, c'est largement banalisé, mais le côté négatif, c'est qu'il y a un accès aux médicaments
parfois pas les antidépresseurs qui vont traiter une maladie, mais plutôt les anxiolytiques qui sont très sujets à développer des addictions, qui se banalisent énormément et qui sont aussi revendus beaucoup maintenant par les dealers. Et donc, il y a tout un marché noir aussi de médicaments qui se généralise et qui est assez inquiétant. Ouais. Alors, parlons un peu de guérison. On peut s'en sortir, on peut guérir d'une addiction. J'imagine que chaque patient a une histoire et chaque histoire est unique. Donc, il n'y a pas de réponse type, j'imagine. Oui, il n'y a évidemment pas de réponse type et il n'y a pas vraiment de moyenne à donner tant les situations sont diverses. On parle rarement de guérison parce que dans l'addiction, il y a quelque chose comme une vulnérabilité qui malheureusement reste toute une vie durant. Une fêlure, c'est ça? Oui. Faut apprivoiser? Oui, en tout cas, il faut s'y rendre attentif et il faut rester vigilant à cela. Et les patients qui s'en sortent, parce que oui, on s'en sort, sont bien souvent des patients qui restent attentifs à cette dimension-là en eux et qui donc, quand ils sentent que, il y a un événement de vie difficile, etc., l'anticipent et font en sorte d'éviter des rechutes. Mais malheureusement, la rechute fait aussi partie du parcours. Donc, il faut être patient. Il faut être patient, il faut du temps. Il faut du temps, ce qui n'est absolument pas le mantra de notre société. En vous lisant, quelque chose m'a beaucoup intéressé. Vous avez observé que la spiritualité avait une influence sur l'addiction, qu'elle pouvait détourner en fait, de l'addiction. Oui, c'est une des dimensions qui me touche énormément chez mes patients. C'est que bien souvent, il y a la question d'une quête de sens chez des patients qui souffrent d'addiction. C'est-à-dire, chez énormément de mes patients, il y a toujours le « à quoi bon vivre ?» Il y a une dimension existentielle, en fait. Il y a un mal-être existentiel, c'est ça? Absolument. Il y a une dimension existentielle qui est forte. Et donc, parfois, la vie spirituelle va pouvoir donner des réponses à cela. Et j'ai certains patients qui se sont servis de ça pour pouvoir s'en sortir. Et dans ces cas-là, c'est un levier qui peut être extrêmement puissant, oui. Est-ce qu'on se sent parfois impuissant quand on est médecin addictologue? Malheureusement, oui. Et je crois que c'est pour ça que j'ai essayé d'écrire ce livre avec énormément d'humilité. J'essaie de ne pas prescrire, mais plutôt de donner à penser et à voir. Oui, il faut travailler avec ce sentiment d'impuissance qui est parfois difficile, en effet. Vous parliez tout à l'heure des signaux d'alerte, que quand on est sujet à une addiction, il reste néanmoins toujours une fêlure. À quoi, avant ça, à quoi il faut être attentif dans son comportement avant justement de risquer de tomber dans une addiction? Alors, il faut se scanner, entre guillemets, régulièrement, si je puis dire. Je crois que si on n'a pas d'addiction, déjà, on peut se dire que on a tous des travers. On scrolle beaucoup nos téléphones, par exemple. Oui, mais c'est vrai que quand on se met à scroller beaucoup plus ou quand on se met à manger, pour ma part par exemple, beaucoup plus de chips ou des choses comme ça, c'est toujours bien de se demander, bon, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Qu'est-ce que je cherche à combler ou qu'est-ce que je cherche à ne pas voir? Parce que dans l'addiction, il y a toujours l'idée de masquer quelque chose. Et donc, c'est une façon de s'anesthésier, c'est ça? Ça peut être une façon de s'anesthésier, notamment pour tous ces patients qui ont vécu des choses parfois qui sont insoutenables et qui ont des souvenirs qui sont insoutenables. Et donc, s'anesthésier, parfois, c'est ça. Mais parfois, c'est aussi juste ne pas regarder quelque chose qui nous dérange. Et comment on peut aider quelqu'un de son entourage qu'on voit tomber petit à petit dans une addiction? Comment l'entourage peut aider? Je crois qu'il faut tendre la main, montrer qu'on est là, qu'on ne juge pas. Néanmoins, on ne peut jamais être un médecin pour son proche et donc il faut aussi, en tant qu'entourage, savoir se protéger soi parce que bien souvent, quand quelqu'un souffre d'addiction, c'est toute la famille aussi qui souffre et donc il faut essayer de tenir les deux côtés. Qu'est-ce que vous ont appris vos patients, Camille Charvet? Je crois qu'ils m'ont appris le fait que malgré tout, on peut toujours rester en vie. Et bizarrement, alors que je vois des personnes qui sont dans la souffrance et qui vont pas bien, il y a quelque chose de l'ordre de la résilience et d'une force de vie qui m'inspire chez eux.
En tout cas, votre essai, Les Assoiffés, hein, c'est un récit qui n'est pas ni que scientifique ni médical, hein, mais même si vous en parlez, c'est très humaniste, hein, je le disais. Et puis, la littérature et la poésie sont parfois convoquées dans le récit, notamment la poésie de Mallarmé. Ce sont des portraits aussi très sensibles, hein, de patients. Les Assoiffés, c'est aux éditions Grasset. Merci infiniment, Camille Charvet, d'avoir été avec nous en direct sur le plateau de Point de vue. Point de vue, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Demain, vous allez retrouver Timothée Delame aux manettes de l'émission. D'ici là, passez une très bonne journée en compagnie du Figaro.